en cette 52e édition du colloque GDM, deuxième journée, on a le plaisir, dans le fond, d'avoir un atelier qui est intitulé Le ou la didacticien, didacticienne et la formation continue des enseignantes et enseignants. Quel rôle, quelle posture, quelle expertise, quelle place lui est donnée et quelle place voudrait, pourrait, devrait-elle prendre? Donc, plusieurs questions déjà qui sont lancées. Je crois que les deux animateurs de l'atelier vont nous faire réfléchir ce matin. C'est ça l'objectif, et nous faire travailler. Donc, ce sera Valériane Passaro, qui est professeure depuis quelques jours à l'Université du Québec à Montréal. On la félicite. Et Hassan Scali, professeur à l'Université de Sherbrooke. Donc, ils vont animer cet atelier ce matin. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Hassan va partager l'écran, je pense. Oui. Ça marche? Oui. Je pense que j'ai le même problème que Nathalie. Non, est-ce que vous voyez bien? Ah, OK, c'est très bien là. Oui. Parfait, Hassan. Allez, vas-y. Donc, je commence. Bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier. Comme ça le dit, donc, atelier, vous allez être invités à participer. Vous allez enfin pouvoir interagir pendant quand même un bon moment. Ce qui fait que, vu qu'on a simplement 1 heure, on va aller quand même assez rapidement pour la présentation de départ. Donc, en fait, nous, oui, on va vous faire réfléchir sur le rôle, l'expertise, la place du didacticien dans la formation continue. Et on va se limiter, en fait, on parle ici de la personne didacticienne comme étant la personne qui intervient à la fois en formation et en recherche. Donc, quelqu'un qui a quand même une double posture, peu importe son statut. Donc, on va vous parler rapidement du but de l'atelier, une mise en contexte qui va être faite par mon collègue Hassan. Et de là, on va dégager des questions sur lesquelles on va vous amener à réfléchir et interagir en sous-groupe. Et on va faire un retour sur cet échange en grand groupe. Donc, on fait ça de façon concise, rapide. Alors, le but de l'atelier, donc, c'est de vous faire réfléchir d'une part sur les interrelations entre les rôles, donc de formation et de recherche des didacticiens des mathématiques, la contribution aussi de la didactique des mathématiques à la formation continue, plus spécifiquement des enseignants. Et il y a aussi un petit peu le rôle d'acteur social de la personne didacticienne des mathématiques. Par contre, pour une contrainte de temps, on va simplement se concentrer sur les 2 premières questions, puisque la 3e et en soi mériterait un atelier en elle-même. Puis elle est discutée aussi dans un comité d'ailleurs ad hoc du GDM. Si jamais vous êtes intéressé d'y participer, c'est possible. Donc, pour le but, oui, pour la mise en contexte, je laisse la parole à Hassan. Oui, merci. Alors, la didactique des maths recouvre en fait plusieurs domaines d'activité. Des activités de recherche qui en elles-mêmes recouvrent plusieurs sous-domaines. Un domaine de recherche qu'on pourrait qualifier de fondamental. Donc, le but ici de construire des théories, par exemple la théorie anthropologique du didactique ou la théorie des situations didactiques de Rousseau. Un domaine de recherche qu'on pourrait qualifier d'appliqué sur l'enseignement, sur l'apprentissage ou sur les objets d'enseignement-apprentissage, ainsi que sur les différents acteurs aux prises avec ces objets. On peut penser par exemple à la théorie des champs conceptuels des problèmes à structure additive ou multiplicative de Vergniaud, par exemple la structure de problèmes algébriques de Nadine de Bednar de Janvier, etc. Il y a plein d'exemples. Aussi, comme domaine de recherche empirique, on en a plein d'exemples dans ce colloque. Donc, des recherches qui cherchent à documenter, par exemple, les raisonnements des élèves ou les pratiques des enseignants sera un objet mathématique particulier. Mais aussi, la didactique des maths, c'est aussi un domaine de formation des enseignants. Alors, si on se réfère, je vous rappelle qu'au Québec, les professeurs les professeurs universitaires, donc qui s'intéressent à la didactique des maths, occupent des postes de didacticiens des mathématiques. Là. Ça paraît évident, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et selon leurs tâches institutionnelles, ils doivent réaliser 40% de la tâche la consacrer à des activités de recherche et 40% de leurs tâches à la formation. Et donc, on voit qu'ils ont une double posture, celle de formateur et celle de chercheur.
Alors, rappelons que pour devenir chercheur, évidemment, on a une formation en recherche à travers, par exemple, maîtrise et doctorat. Mais par exemple, pour le rôle de formateur, ben, c'est une formation qu'on pourrait qualifier de terrain. Hein, il n'y a pas de formation proprement pour devenir formateur. Alors, le premier objectif, c'est de nous faire réfléchir sur les interrelations entre ces postures de formateur et de chercheur dans les activités de formation continue. Dans le colloque de 2007 à Rimouski, du GDM, donc, qui portait sur la didactique des mathématiques au Québec, genèse et perspectives, dans sa conférence plénière, Nadine Bednars nous rappelait que la didactique des mathématiques au Québec s'est développée en étroite relation avec la formation des enseignants. Alors, je la cite, elle dit « Les recherches prennent leur ancrage dans la formation et elles viennent l'alimenter. Il s'agit de comprendre les productions des élèves, d'élaborer des situations d'enseignement fécondes sur le plan des apprentissages, de développer des outils conceptuels, non pas pour élaborer une théorie sur les phénomènes d'enseignement, mais pour mieux agir sur le plan de la formation. » Alors, justement, le but de notre réflexion aujourd'hui à laquelle on vous invite, c'est justement de réfléchir comment est-ce que le formateur didacticien agit sur le plan de la formation. Une question corollaire, c'est de réfléchir sur l'apport de la didactique des mathématiques à la pratique enseignante. Alors, si la didactique des mathématiques est pertinente pour la formation des enseignants, c'est qu'elle peut agir sur la pratique des enseignants. Alors, quel est cet apport? Alors, pour ça, on vous propose, notre proposition, c'est d'essayer de situer cette pratique à l'intérieur entre qu'on pourrait qualifier deux extrêmes, soit une prescription de la pratique, par exemple, c'est-à-dire on va prescrire aux enseignants qu'est-ce qu'ils devraient enseigner, ou une prescription de la théorie, et on va donc enseigner à des praticiens des théories didactiques comme la théorie des situations de Brousseau ou autre chose. Là. On ne porte pas un jugement ici, là, mais c'est juste de nous permettre de nous positionner par rapport à ces deux extrêmes. Donc, l'objectif 2, c'est de réfléchir sur la nature de la contribution de la didactique des mathématiques à la formation continue des enseignants. Alors, pour cela, on va vous inviter à réfléchir en équipe en prenant appui sur une expérience de formation que vous avez réalisée dans le cadre de votre activité orientée formation ou d'une activité orientée recherche. Alors, à titre d'exemple, d'activité orientée formation, par exemple, elle peut être une activité avec des intentions de recherche, comme on voit certains projets de chantier 7, ou une activité de collaboration avec le milieu scolaire sans intention de recherche. Jean-Claude Boyer nous a présenté une panoplie dans sa conférence. Ça peut être l'intervention dans un colloque professionnel, lorsqu'on donne une communication, par exemple au GRMS, ça fait partie de la formation continue. Ou bien d'une publication à destination des enseignants ou des futurs enseignants dans une revue professionnelle, ou lorsqu'on agit comme consultant auprès d'un milieu de pratique, ou quand on fait une intervention publique face à un enjeu, par exemple, sur les données probantes. Une activité orientée recherche, mais qui a un impact évidemment sur la formation des enseignants, ça peut être dans le cadre d'une recherche collaborative ou participative ou en partenariat avec un milieu de pratique. Des recherches de type clinique, expérimentation conçues par le chercheur, mais qui impliquent des enseignants, ou une recherche-développement, par exemple, lorsqu'on lorsqu'on développe des ressources pour les enseignants, ça peut être une situation d'apprentissage, ça peut être une ressource numérique, etc. Voilà, alors on vous rappelle les questions qu'on voudrait discuter. Quelles sont les interrelations entre les postures de formateurs et des chercheurs? Comment l'activité de formation vient-elle se nourrit-elle de l'activité de recherche? Alors, pour réaliser cette réflexion, on vous invite à une sorte de dédoublement de personnalité, de vous voir à la fois comme formateur et comme chercheur, et vraiment de distinguer ces deux postures ou ces deux personnalités pour pouvoir réfléchir sur les interrelations, quel est l'apport de chacun et quelle est la nature de ce rapport. Dans la conférence de Jean-Claude Boyer, il a compliqué encore
la situation, qui faisait souvent référence dans ses activités de formation, à la fois de sa posture de chercheur, de formateur, mais aussi d'enseignant d'expérience. Alors, si c'est le cas, il y a beaucoup de didacticiens qui ont d'abord une expérience en enseignement, donc on vous invite à une triple distinction entre 3 personnalités, donc de réfléchir dans vos activités de formation, quelle est la contribution, comment vous intervenez, et voilà, quelle est l'interrelation entre ces différentes postures de chercheurs, de formateurs ou même de praticiens d'expérience. La seconde question, quelle est la contribution de la didactique des mathématiques comme discipline de recherche à la formation continue des enseignants? Des sous-questions qui peuvent aider à faire cette réflexion-là. Quelles sont la nature et les fondements des savoirs mobilisés par la personne didacticienne des maths dans cette formation? Les savoirs que vous mobilisez sont de quelle nature et quel est leur fondement? Qu'est-ce qui permet de justifier que cette formation répond aux préoccupations, aux besoins des acteurs? Et puis, on vous invite d'essayer de vous situer un peu dans entre ces 2 extrêmes ou sur cet axe-là, donc prescription de la pratique ou prescription de la théorie. Alors, est-ce que tu peux cliquer encore, Hassan? Il manque le début du texte. OK, voilà. OK, c'est bon. Donc, on en est au travail en sous-groupe pour vous faire, vous permettre de réfléchir aux questions qui viennent d'être posées. On va vous les redonner, les questions, ne vous inquiétez pas. Premièrement, en fait, ce que disait Hassan, c'est ça, c'est qu'on aimerait que vous identifiez un projet auquel vous avez participé qui soit orienté recherche ou formation, mais une formation continue, une occasion de formation continue, peu importe votre statut, là, auquel vous avez participé, pour avoir vraiment en tête un contexte permettant de vraiment avoir une réflexion plus spécifique. Et ensuite, vous allez pouvoir, alors, tu peux cliquer, Hassan, je crois qu'il y a une autre partie. Oui, c'est ça. Donc, et ensuite, vous pourrez partager vos expériences et essayer d'apporter des réponses aux questions qu'on a posées en ayant le plus possible en tête votre contexte, la situation à laquelle vous avez pensé. Et donc là, vous allez être en équipe, si j'ai bien vu, là, ça va être autour entre 11 et 13 personnes. C'est quand même des grandes équipes. Mais l'idée, c'est de pouvoir quand même avoir un échange assez fructueux. Vous êtes normalement bien répartis avec des étudiants, des professeurs, des chargés de cours, des enseignants, des conseillers pédagogiques dans chaque équipe. Si vous voyez que votre équipe est vraiment mal équilibrée, vous nous le mentionnerez, mais normalement, vous avez des gens d'un petit peu partout pour justement venir apporter des réflexions de tous les milieux. Donc, j'ai fait des équipes. Je vous partage déjà dans le chat, en fait, un lien, juste peut-être me dire si jamais ça ne fonctionne pas. C'est le lien pour avoir accès au PDF de ce qui vient d'être présenté jusqu'à présent. Comme ça, vous avez tous les questions. Et les équipes, en fait, je vais ouvrir les équipes. Donc, vous devriez être invité à rejoindre une équipe. Vous avez autour, autour de 25 minutes, peut-être 30 si on réussit. Donc, pour qu'on ait du temps ensuite pour faire un retour. Et juste pour quand même vous mentionner, dans le retour, je vous demanderai de réfléchir en fait à partager une idée principale qui a été discutée, ce qui fait que si ça part de tout bord, tout côté, vers la fin, peut-être essayer de vous ramasser pour avoir une idée à partager avec le groupe, sachant qu'on ne pourra pas donner à chaque équipe 10 minutes de parole, ça va être autour de 2 minutes. Donc, voilà. Alors, nous, on va circuler aussi dans les équipes pour aller écouter un petit peu ce qui se passe. Donc, bon travail, bonne réflexion, bonne discussion. Alors, l'idée, donc, c'est de faire notre petit partage. On va aller donc rapidement, ouverture sur d'autres questions éventuellement et un petit questionnaire individuel que vous aurez à remplir par la suite. Donc, c'est vraiment pour avoir un petit peu, justement, comme on sait que ça a été rapide, d'avoir un peu votre pouls sur qu'est-ce que vous retenez de ce qui s'est passé. Donc,
1 à 2 minutes maximum par équipe. Je sais que c'est très difficile. C'est pour ça que je vous demanderais, si possible, de partager une idée, peut-être l'idée principale qui a été discutée dans votre groupe, qu'elle soit exactement en réponse à une question qu'on a donnée ou un peu à côté. Parce que ce qui est arrivé, c'est que, et c'est ça, c'est normal, c'est qu'en voulant s'approprier les questions, vous êtes allé un petit peu partout pour revenir tranquillement vers les questions, ce qui fait que peut-être vous n'avez pas eu le temps vraiment d'apporter une réponse. C'est pas grave, tant qu'on est quand même dans la thématique autour du rôle du didacticien, sa posture, sa contribution, etc. Donc, j'ai des noms pour chaque équipe, parce que vous ne vous rappelez peut-être pas les numéros de vos équipes. Je ne sais pas s'il y a une équipe qui veut commencer, sinon je vais y aller en ordre, équipe 1, 2, 3, 4, 5, 6, à moins que quelqu'un lève la main et me dise « Oui, moi, je veux y aller tout de suite. » Non? Alors, on va y aller dans l'ordre. Équipe 1, l'équipe 1, c'était l'équipe d'Elena, Patricia, Victor Mogouli, Geneviève Dupré, Vincent Rouleau, etc. Qui est-ce qui voudrait nous partager une petite synthèse, 1 minute, une idée qui est ressortie dans votre groupe que vous voulez partager avec tout le monde, qui vous semble porteuse aussi? Victor. Alors, je vais me proposer, si mes collègues, ou Patricia, si tu peux y aller. Oui, vas-y, Patricia. Non, mais Suzy, vas-y. Je pensais que peut-être Victor aurait voulu, mais non, Suzy, je te laisse aller. Bien, en fait, ce qui a beaucoup ressorti de nos échanges, c'est la place aussi de toutes ces découvertes, toutes ces recherches et le passage dans les classes. On s'est rendu compte qu'en allant dans les classes directement, il y avait vraiment quelque chose qui se passait là et que l'importance d'amener concrètement des activités dans les classes permettait justement de faire prendre conscience aux enseignants de l'importance de la recherche pour réguler leur pratique et pour pouvoir justement rejoindre ce qui est plus attendu de nos jours. Tu peux enchaîner, Patricia, si tu veux rajouter. Oui, en fait, c'est l'idée de faire des ponts, des liens. Donc, de toujours, oui, il y a le savoir d'expérience qu'on peut lier au savoir théorique. Donc, c'est vraiment de valoriser ces liens-là, puis d'avoir une posture, si on veut, des deux côtés de cette ouverture-là. C'est un peu ce que je retiens de nos discussions. Excellent. Justement, je pense qu'il y a une autre équipe qui était un peu dans la même veine. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Là, je ne me souviens plus c'est laquelle. Je retrouve. Là, je ne sais plus. Il n'y a pas quelqu'un qui lève la main. Non, on ne voit pas. C'était nous. Je sais, c'était notre équipe. Bon, alors, allez-y. C'est qui parle? Je ne vois pas. C'est Mélanie qui parle. Ah, Mélanie. Je ne me souviens plus de notre numéro. Je crois que nous étions 4, mais je n'en suis même pas certaine. C'est bien ça. Hein? Je regarde Sonia qui fait signe que oui. On a parlé justement de l'influence mutuelle importante, que les chercheurs s'enrichissent du partage d'expériences des conseillers pédagogiques et des enseignants et inversement. Ça, c'est un aspect qui a été abordé. On n'a pas abordé le rôle du chercheur en tant que tel, mais plutôt comme on avait une équipe qui était remplie de conseillers pédagogiques qui nous faisaient part aussi de ce que le rôle de conseiller pédagogique apporte en termes de besoin de s'associer aux travaux de recherche, un besoin de mieux comprendre ce qui se passe dans les travaux de recherche. Et c'était aussi allié à ce désir même de repenser l'organisation scolaire de manière à offrir davantage de temps pour créer ce besoin-là qui semble davantage s'exprimer du côté des conseillers pédagogiques, ce désir d'aller voir ce que la recherche nous dit. Et une idée qui avait été avancée était donc de pouvoir peut-être penser je suis conseiller pédagogique pendant 5 ans, ensuite je retourne enseigner et peut-être qu'on ait comme une boucle comme ça qui soit permise de faire ces allers-retours-là de manière à ce qu'il y ait quand même ce souci de créer une boucle, de redonner au suivant, si on le veut comme ça. Donc, c'est un élément qui est ressorti davantage chez nous. Est-ce que je résume bien, autres membres de mon équipe? Nous sommes beaucoup dans les écrans, alors je me fie à 2 personnes que je vois. Oui. Puis, il y avait aussi, justement, parce que vous aviez dit que le CP, c'était celui qui se retrouvait tout d'un coup à avoir le temps de réfléchir. Oui, et que comme enseignant, et ça a été mentionné dans plusieurs équipes aussi, comme enseignant,
on n'a pas le temps, on est court-circuité tout le temps, donc il n'y a pas ce temps-là, ce qui fait que, est-ce qu'il y a vraiment un besoin? On ne le sait même pas parce qu'on n'a pas le temps d'en prendre conscience. Excellent. Est-ce qu'une autre équipe veut rebondir sur cette idée ou alors je nomme les suivants, pardon. Vous me dites si je ne vois pas, parce que moi, j'ai une vue très restreinte. Donc, David, Mathieu, si vous voyez quelque chose. Il n'y a pas de main levée. Non. OK. Alors, on peut peut-être y aller à ce moment-là avec l'équipe 2. L'équipe 2 qui était l'équipe de Sarah, Geneviève Barabé, Ouria, Stéphane Fontaine, Martin. Je peux peut-être me faire la porte-parole, là, à moins qu'il y en ait d'autres. Là. Sarah m'a subtilement désignée en message privé. Très bonne idée. Vas-y. En fait, nous, on a parlé peut-être d'une tension, en fait, entre les prescriptions pratiques puis les prescriptions de la recherche, dans le sens qu'on sentait qu'on avait besoin d'une espèce de crédibilité, soit de la recherche, soit de la pratique. Là, il y a, je pense que c'était Marie-Pierre qui nommait que quand elle était avec, elle fait beaucoup de recherches collaboratives avec le milieu, puis tout ça. Puis, elle disait que quand elle est en formation initiale, par exemple, ses étudiants aiment beaucoup avoir l'occasion d'avoir des vraies copies d'élèves, puis des choses comme ça. Donc, de travailler avec le savoir de la pratique. Puis à l'inverse, quand on est dans le milieu aussi avec les enseignants, c'est certain que là, ça dépend aussi de l'ouverture, mais il y a des enseignants qui sont très ouverts à s'en aller vers avoir des idées de ce que la recherche propose comme travaux. On a aussi parlé un peu de l'idée du terme prescription de la recherche, dans le sens que ce n'est pas une prescription, mais que la recherche est peut-être plus là pour influencer, montrer des potentialités mais pas de prescrire directement. Donc, on était un peu dans ces discussions-là là, sur les besoins, en fait, des personnes, puis la tension entre la recherche puis la pratique selon les besoins des personnes qui sont formées. S'il y en a qui ont d'autres choses à dire dans mon équipe, là, allez-y. Tout à fait. Je vois dans le chat aussi, évidemment, le mot prescription était volontairement provocateur. Donc, c'était pour soulever, pour vraiment amener les gens à discuter. Donc, c'est intéressant, cette idée que la recherche ne prescrit pas de toute façon, donc elle mène plus la réflexion. Donc, ça, c'est parfait. Est-ce qu'il y avait une autre équipe qui était dans la même idée? Je vois Suleiman. On a l'équipe 1 a réagi, l'équipe 2 aussi. L'équipe 3, on ne vous a pas entendu encore. L'équipe de Laurent, Brigitte. Oui, je peux te dire quelques mots. Nous, on était en pleine émergence de nos discussions, donc là, il va falloir que j'improvise un peu. Là. Alors, nous, on a discuté de recherche collaborative où la formation est d'une certaine manière pas le premier but, là, c'est un produit dérivé là, de la démarche. Là. Il y a un projet commun, mais ce n'est pas le but premier. Donc, on a eu des discussions là-dessus. On a discuté aussi des attentes des milieux ou des gens qui sont plus issus des milieux d'enseignement. Ce qui a été nommé, c'est quand même une nécessité aussi pour le chercheur à la fois d'investiguer, d'aller sur le côté des questions que se posent les praticiens, de ne pas rester dans un pelletage de nuages, mais qui a aussi, donc ça c'est d'un extrême, mais d'un autre côté, il y a quand même aussi une nécessité pour le chercheur d'apporter des cadres théoriques dans ce genre de discussion de son point de vue. Je ne sais pas si ça résume les membres de l'équipe, là, si vous voulez rajouter des éléments. Voilà, donc on a été coupé en pleine discussion par Zoom. En plein élan, ben oui, je suis désolée. Je suis désolée. Justement, j'inviterais l'équipe 6 qui, je crois, était aussi dans votre idée là, de partir. Non, ce n'est pas l'équipe 6? Non, si, je crois que oui. Qui était dans cette idée de partir un peu des questions aussi que pouvaient se poser les conseillers pédagogiques
Équipe 6, c'était l'équipe Claudine, Mathieu. Ok. Non, c'est pas ça? Je me suis trompée d'équipe. Je pensais que c'était nous, mais c'est pas ça. Mais C'était je pas- vais y aller parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, OK, vas-y. oui, parce que nous, on avait beaucoup discuté du rôle du CP Ah oui, c'est vrai. qui faisait les ponts entre la recherche et les milieux pratiques. Mais les personnes qui étaient dans les groupes disaient qu'ils se sentaient en manque de ressources pour pouvoir bien accompagner les enseignants. Donc, à la fin, on a discuté finalement qu'est-ce qui pouvait apporter les chercheurs à la pratique du CP. Et on s'est dit, bon, il y a des domaines où les chercheurs peut-être s'intéressent moins, mais il y a des besoins dans la pratique. Donc, il est sorti, par exemple, le domaine de la formation générale aux adultes. C'est vrai que les chercheurs, en général, ils s'intéressent peu à ces sujets-là. Donc, ils ont du mal à trouver des gens qui les accompagnent. Donc, ce qu'on disait, c'est que les sujets de recherche devraient aussi venir de la pratique, parce qu'en général, on arrive comme chercheurs avec nos sujets qui sont subventionnés, mais il y a aussi des contraintes à nous. Là, pour obtenir de l'argent, on ne peut pas dire on va aller selon ce qui désirent les autres, les milieux. Là. Et donc, ça faisait que eux, ils ont besoin des gens qui viennent les accompagner dans des sujets de recherche qui émergent de la pratique enseignante ou de la pratique de CP. Et l'accompagnement, comme on parlait, c'est le cadre théorique, mais aussi c'est la méthodologie de recherche, parce que ces CP-là, ils voudraient aussi pouvoir partager leurs connaissances avec d'autres personnes, mais ils ne savent pas comment réussir à aller avoir toutes ces données pour pouvoir partager leur réussite auprès de la communauté. C'est un peu ça. Oui, c'était ça, c'était votre équipe. Merci, Nathalie. Oui, vas-y, Hassan. Non, mais je me dis, il nous reste peut-être 2 minutes. Je ne sais pas si on peut avoir une petite extension, là, mais il faut qu'on... On va y aller pour une négociation pour un autre 5 minutes. Oui, hein? Parfait. Il nous reste, écoutez, je pense qu'il restait une équipe qui n'a pas parlé. Oui, c'est l'équipe 5, c'est nous. Voilà. Donc, on a évoqué déjà l'idée de pont, de ces choses-là. Il y a des choses qui ont été dites, qui ont été discutées, mais nous, on s'était dit aussi qu'il y avait des projets différents. Donc, la formation, puis pour les former, versus la recherche, il y a des projets différents, mais il y a un intérêt commun. Puis, on s'est dit qu'il y avait aussi une zone partagée parce qu'en situation, c'est possible de changer de posture. Donc là, on est en posture de formateur. Là, on peut devenir en posture de l'ancien enseignant. Là, on peut prendre la posture de chercheur pour apporter une précision ou pour identifier une problématique. Donc, il y a cette tension-là qui existe entre chercheurs et formateurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mutuellement exclusifs. Et dans une même situation, à certains moments, on peut jouer du chapeau comme ça. Et ce qui a amené le questionnement sur, c'est quoi être didacticien? Est-ce que ça prend un doctorat nécessairement? Si moi, je suis intéressée, mais je ne suis pas praticien en recherche encore ou je ne suis pas praticien en enseignement. Donc, c'est devenu une question identitaire, en fait. Merci, Annie. Valériane, veux-tu partager l'écran pour qu'on puisse... Oui, terminer. Terminer, oui. Ouais. En fait, bon, sur notre ouverture, c'est aller dans plein de directions. Donc, en fait, notre conclusion n'était pas, j'ai pas eu le temps de la changer. Pendant que vous parliez, il y a eu trop de choses. Donc, notre conclusion allait pas exactement dans ce qui s'est discuté. Nous, on avait pensé à cette idée du didacticien qui nage peut-être à contre-courant dans le sens que parfois, il y a des besoins qui sont exprimés par le milieu, ou bon, on avait parlé un peu aussi des gestionnaires, mais que finalement, on n'apportait peut-être pas forcément je dirais les réponses ou les ressources qui étaient en lien avec exactement les besoins qui étaient exprimés. Et aussi, bon, au niveau du développement professionnel, est-ce que chacun de son côté, ça c'est une bonne question à garder pour vous, réfléchir, est-ce que chacun de son côté, on y trouve notre compte et est-ce qu'on est conscient des intérêts de l'autre? Autant quand on est dans le milieu, qu'on a besoin, par exemple, justement, d'un chercheur qui vient nous aider, ou à l'inverse, le chercheur qui vient dans le milieu, est-ce qu'on est conscient de ça? Hassan. Oui, oui.
Oui, merci pour vos réflexions. Ça montre que la question est complexe et qu'on n'a pas eu le temps, évidemment, de la traiter en si peu de temps. Mais par contre, toutes les idées que vous avez énoncées sont pertinentes pour traiter la question dans un angle ou d'un autre. Là. Alors, peut-être si je pars de la dernière intervention de Annie, ben justement, Annie l'a bien fait. Dans nos activités à la fois de formation, ben on voit des fois, si on réfléchit, on intervient en nous basant sur notre pratique de formateur ou sur notre pratique de chercheur et des fois sur notre pratique d'expérience de praticien. Là. Et donc, si on veut faire évoluer, réfléchir sur la formation, et surtout si on veut identifier quelle est notre expertise, si notre expertise en tant que chercheur est bien définie, notre expertise en tant que formateur, à mon avis, mérite une réflexion. D'où vient cette expertise? C'est sûr qu'elle est nourrie par notre expertise de recherche, mais beaucoup d'entre vous ont dit aussi qu'on apprend, lorsqu'on fait des formations, on apprend des enseignants, évidemment. Moi, je dirais qu'on apprend en tant que formateur, peut-être aussi en tant que chercheur, mais voilà, alors il faudrait continuer à réfléchir. Là, aussi, ça pose la question, est-ce qu'on pourrait, si on considère la didactique des maths comme domaine de formation, comme un domaine, est-ce qu'il peut être vu comme une discipline scientifique? Ou peut-elle devenir une discipline scientifique ou devrait-elle le devenir là? Ou tout au plus, la didactique des maths comme domaine de formation est un domaine de pratique qui est peuplé par des personnes professionnelles, donc didacticiens de maths formateurs, qui mobilisent des savoirs de recherche et produisent des savoirs professionnels. J'aimerais ici faire la distinction entre savoir professionnel et savoir scientifique. Là. Les enseignants professionnels produisent des connaissances professionnelles et ces connaissances professionnelles, lorsqu'ils sont partagés par la communauté et validés, deviennent des savoirs de la profession professionnelle. Alors, c'est sûr que la didactique des maths a un rôle à jouer pour soutenir le développement de ces connaissances professionnelles. Certains d'entre vous l'ont précisé, par exemple, en aidant à formaliser ces savoirs d'expérience. Donc, à les rendre explicites, à les conceptualiser par des concepts, à les fonder peut-être sur des théories, à les questionner peut-être, etc. Donc, pour qu'ils deviennent des savoirs professionnels. Alors, est-ce que donc, la didactique des maths, donc s'il est vu comme une pratique, disons, sociale, donc un domaine de pratique. Donc, tout au plus, par la pratique, on pourrait, selon une méthode rigoureuse à caractère scientifique de la didactique des maths, peut ramener à la production de connaissances professionnelles de formation didactique. Là. Moi, je pense que si on réfléchit, on en a déjà plein. On en a déjà plein. Il y a plein de dispositifs de formation qui ont été mis en pratique, questionnés, validés, etc. Alors, dans ce cas, le didacticien des mathématiques, donc, dans sa double posture de chercheur et de formateur professionnel, alors, comment est-ce qu'il arrive à distinguer des savoirs scientifiques des savoirs professionnels dans les différentes situations où il exerce son expertise? Par exemple, moi, je fais une hypothèse que plein de publications scientifiques ne contiennent pas que des connaissances scientifiques, ils contiennent des connaissances professionnelles. Autrement dit, des connaissances qui sont plutôt donc des déclarations du didacticien formateur de l'expérience plutôt que d'une recherche scientifique proprement dite là. Et puis, on se questionne, c'est quelle est cette expertise du didacticien formateur là? Quel est son champ d'application? Quels sont ses fondements? Voilà. Donc, dans ces questions, évidemment, il n'y a pas de bonne réponse, mais je pense que dans notre équipe, il y a une participante qui l'a bien, j'ai oublié son nom, je m'excuse, une nouvelle professeure à Ottawa, Carolina, je crois, qui l'a bien exprimé lorsqu'on débute notre métier. C'est bien moi, Carolina. Merci, Carolina. Lorsqu'on débute notre carrière de professeur universitaire, évidemment, on a la tâche de formation, la tâche de recherche, et dans la tâche de formation, on se pose, en tant que praticien réflexif de la formation, on se pose cette question. Comment est-ce que je vais construire mes outils de formation en m'appuyant sur les outils de recherche et comment les adapter, et puis on se pose la question de leur pertinence et de leur impact sur la formation des enseignants, etc. Je
je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Oui. Donc, merci, un énorme merci à Valériane et Hassan qui nous avaient permis de réfléchir ce matin. On voit que la réflexion n'est pas terminée, pourrait se poursuivre. Donc, je vous remercie